Ce cimetière de Charleroi, comme les 24 autres de la ville, est saturé. C'est ici que repose l'épouse de Mario, morte du Covid-19 en avril dernier. Ici, on a eu trois nouveaux. Là, de ce côté-là, 5. Là, 3 et dans le fond, 2. Sur cette mois de temps, c'est incroyable. La surmortalité liée au Covid-19 contraint la mairie à procéder à des exhumations pour récupérer 7000 emplacements. Sur les tombes, des affichettes comme celle-ci informent les familles qui ont ensuite 1 an et 1 jour pour s'y opposer. Sur cette rangée, par exemple, le délai est expiré pour 7 emplacements qui peuvent donc être récupérés. La saturation des cimetières a aussi compliqué le travail des pompes funèbres. Pendant 6 semaines, jusqu'au 15 novembre dernier, les pompes funèbres n'ont pas pu inhumer les corps des défunts qui n'avaient pas de concession au cimetière. Dans cette entreprise, comme dans toutes les autres, la responsable a dû conserver les corps dans une chambre froide. C'est délicat. Vous devez vraiment prendre beaucoup de pincettes pour parler à la famille, leur faire comprendre que la situation est inédite. Il faut savoir qu'à la ville, ils avaient mis aussi la possibilité des caveaux d'attente. Donc après, la place est très restreinte. En Belgique, le pic de la deuxième vague a été atteint mi-novembre, mais elle a été plus forte que la première, avec davantage de patients pris en charge dans les unités de soins intensifs et tous services confondus, les hôpitaux belges ont accueilli 2 fois plus de malades du Covid-19. Comme tous les ans, le centre de Washington est décoré aux couleurs de Noël. Mais cette année, les décorations ont du mal à cacher la réalité. Le centre de Washington a complètement changé de visage à cause de la pandémie. Les avenues sont quasiment vides. À quelques centaines de mètres de la Maison-Blanche, les sans-abri ont pris possession d'un jardin public. Les États-Unis sont un des pays qui souffrent le plus du virus. En tout cas, c'est le pays qui tombe de plus haut. Je pense que le coronavirus nous a montré que tout peut arriver. Et peu importe où vous habitez et l'image que vous avez de votre pays, c'est assez dévastateur pour tout le monde. Une impression de fin du monde avec tous ces magasins fermés et ceux qui sont encore barricadés par peur des émeutes. En ce début décembre, tous les compteurs sanitaires, humains et économiques sont au rouge. Selon les autorités sanitaires américaines, les États-Unis vont connaître cet hiver non seulement la pire catastrophe de santé publique de leur histoire, mais la pire catastrophe tout court. À Francfort, comme partout en Allemagne, les bars, restaurants, lieux culturels et sportifs sont fermés jusqu'à mi-janvier. Mais les réunions privées restent autorisées. Limitées à 10 personnes en novembre, la jauge est désormais fixée à 5, un durcissement pour tenter d'inverser la courbe des contaminations. Les déplacements entre régions ne sont pas interdits. Lilo, qui vit à Berlin, est venu passer quelques jours à Francfort. Pour moi, les règles sont trop strictes, elles empiètent sur les libertés individuelles. Je peux comprendre qu'on doive prendre des mesures, mais pas dans cette proportion. Elle rend visite à une amie qui ne partage pourtant pas son avis. Ils auraient peut-être déjà dû décider un confinement pour une durée longue et on s'en serait peut-être mieux sortis. Les hôpitaux allemands frôlent la saturation. Des malades Covid-19 continuent d'arriver chaque jour. 80% des lits de réanimation sont actuellement occupés. Nos ressources diminuent de jour en jour et les chiffres de la mortalité ont significativement augmenté ces dernières semaines. L'État allemand a donc décidé de mettre en place une stratégie de vaccination dès que le vaccin sera autorisé. Dans la région allemande de Hesse, 28 centres de vaccination comme celui-ci sont prêts dès l'arrivée des premières doses. 1500 personnes pourront se faire vacciner ici chaque jour, 7 jours sur 7. Des cabines téléphoniques transformées en centres de tests PCR dès les premiers cas avérés pour permettre des dépistages massifs et précoces, l'une des caractéristiques de la méthode coréenne pour endiguer l'épidémie. Accompagnée d'un traçage généralisé via portable, carte bleue ou vidéosurveillance, comme ici à l'entrée d'un bus de Séoul. Une quatorzaine stricte doit également être observée pour toute entrée sur le territoire. Cet étudiant coréen de retour de Paris en a fait les frais.
2 fois par jour, je dois remplir un formulaire sur ma santé, un le matin et un en fin d'après-midi. Et si je ne l'envoie pas aux autorités, je reçois immédiatement un appel du responsable du gouvernement local. Des mesures contraignantes, voire intrusives pour certains, qui ont pourtant permis d'éviter un confinement général. Restaurants et boutiques ont pu rester ouverts. Il faut dire qu'en la matière, le pays a déjà eu affaire au SRAS et au H1N1. Dans la loi, il est prévu qu'en temps d'épidémie, il y a des exceptions très encadrées où effectivement les données de la vie privée des personnes contaminées peuvent être exploitées par l'État. Bilan, moins de 600 morts pour 52 millions d'habitants, même si le gouvernement se prépare déjà à la 3e vague, en fermant cette semaine écoles et salles de sport, jusque-là restées ouvertes. L'Italie fait le choix de la sécurité sanitaire avant tout. Du 21 décembre au 6 janvier, les déplacements entre régions ne sont pas autorisés. Plus strict encore, les 25, 26 décembre et le premier jour de l'année, il est interdit de sortir de sa commune. Des restrictions particulièrement difficiles à vivre pour les habitants des villages isolés. Niché au cœur des montagnes lombardes, Gromo, 1200 habitants. Giuseppe, comme beaucoup d'aînés du village, fêtera Noël seul. Mon sapin ? Oui, je vais le faire. Au moins, pour que ça fasse un peu Noël. Dans la famille d'Ivana, le 25 décembre réunit d'ordinaire une quinzaine de personnes. Mauro, Sara, Carla. Ses 2 filles et ses petits-enfants vivent à Bergame, à 40 km. Interdiction de venir cette année, au risque de payer une amende de 400 €. Je resterai à la maison. Je me suis déjà organisée avec un restaurant qui vend à emporter. Et on va inviter notre voisine. Elle a presque 80 ans et sa famille vit loin. En temps normal, la population de Gromo est multipliée par 2 pendant les vacances. C'est très inquiétant pour notre économie, basée principalement sur le tourisme. On vit grâce à nos commerçants qui ne pourront pas accueillir la majorité de leur clientèle. La mairie a bien installé des décorations dans les ruelles du village, mais pas de crèche de Noël cette année. Et la traditionnelle messe de minuit a été avancée à 20 h pour respecter le couvre-feu. C'est en se penchant sur la qualité des premiers tests PCR délivrés à Wuhan que ce spécialiste de la santé a constaté de nombreuses défaillances qui cacheraient plus largement une affaire de corruption. Au début de l'épidémie, les autorités sanitaires ont autorisé seulement 3 entreprises à fournir des tests dans la région de Wuhan et personne d'autre. Or, les dirigeants de ces 3 entreprises, peu connus, avaient des liens étroits avec les fonctionnaires du Centre de contrôle des maladies. Dans son viseur, 3 jeunes laboratoires de Shanghai qui auraient payé 120 000 € leur monopole sur le dépistage dans la région de Wuhan. Problème, ces tests défectueux et en nombre insuffisant auraient conduit les autorités à ne recenser aucun cas entre le 5 et 17 janvier, alors qu'en réalité l'épidémie explosait. Tsong avait accompagné son fils malade à l'hôpital. Quand il a enfin pu avoir un test PCR, il a été testé négatif, donc nous n'avons rien fait. Puis un second test sérologique l'a donné positif, mais c'était trop tard pour l'hospitaliser, et il est mort quelques jours plus tard. Sans avoir été testé positif, beaucoup de ces malades n'ont pas été pris en compte dans les statistiques du gouvernement. Officiellement, 4 636 Chinois sont morts du Covid entre janvier et mai 2020. Un bilan étonnamment bas et contesté par beaucoup de spécialistes.